Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à tout prix, court-métrage français de 2012 réalisé par Yann Dan. Suite à la délocalisation de leur entreprise, 3 sacrifiés du système prennent les armes et kidnappent leur ex-patron. Bien que leur demande de rançon ait été rejetée, ils comptent bien prouver qu'ils sont prêts à tout pour obtenir l'argent qu'ils réclament. Quittons le temps d'une vidéo, le format long pour celui du court et le genre de l'horreur pour celui du thriller avec À tout prix, mise en scène par Yann Dan. Scénariste, monteur et réalisateur, Yann Dan, qui compte également à son actif quelques clips et publicités, n'en est pas à son coup d'essai en matière de court-métrage, puisqu'on lui doit notamment Illuminate et Facteur Humain au début des années 2000, ou plus récemment Always en 2015. Sélectionné dans de nombreux festivals et récompensé à plusieurs reprises, À tout prix semble avoir particulièrement retenu l'attention. Depuis, les droits ont même été rachetés par Anthony Zuiker, créateur et producteur de la série Les Experts. Cerise sur le gâteau, le court-métrage bénéficie depuis le 18 juin dernier d'une sortie au format Blu-ray en provenance de l'éditeur The Ecstasy of Films, le tout accompagné d'une flopée de bonus. Une initiative plutôt rare et bienvenue, il faut le souligner, pour un court-métrage. Un traitement amplement mérité tant À tout prix fait preuve, en 15 petites minutes, d'une efficacité redoutable. Polar teinté de social, adoptant même certains motifs horrifiques, À tout prix bénéficie d'une réalisation plus que solide et d'un casting convaincant au service d'un scénario à tiroir glaçant dans son dénouement. Laissons maintenant la parole à Yann Dan, à qui j'ai eu la chance de pouvoir poser quelques questions, notamment sur son expérience de tournage, ses futurs projets et sur ce qu'il pense des plateformes de streaming. En fait, il y a eu un long qui a existé, qui n'a pas pu se faire, à l'intérieur duquel il y avait un enlèvement. Donc jusque-là, j'ai envie de te dire, voilà, le premier point commun. Le deuxième point commun, c'est qu'il y avait une manipulation, mais ça n'avait rien à voir avec celle du cours, en fait. Tu vois, il n'y avait pas de manipulation politique. Voilà, c'est tout. Et en fait, donc, il en a juste résulté que je me suis dit, bon, allez, troisième point, il y avait un aspect genre, un aspect social, voilà, les deux qui étaient mêlés, enfin comme ça existe, j'ai envie de te dire, un peu partout dans le monde, hein, sauf parfois chez nous, il faut qu'on mette les choses dans une case bien définie. Donc quand je présentais le projet du long, souvent en fait, soit j'avais des interlocuteurs qui avaient envie de faire que l'aspect social, c'est-à-dire des mecs qui se font virer de leur entreprise, mais tout le reste, fallait que je le jette à la poubelle, ou inversement, c'est-à-dire un pur film de genre, mais on s'en fout un peu de ton truc social. Et donc c'est en ça où ça a donné la naissance du cours, c'était de se dire bah écoute, moi on va le faire, d'abord on va le faire pour nous, et puis comme ça me permettra de dire voilà en fait c'est possible, enfin en gros on aura quelque chose de plus concret, parce que le script, en fait je pense que tant que des fois t'as pas montré les choses que tu peux faire, comme par exemple ça existe aux États-Unis, il y a des mecs qui font des petites vidéos pour montrer à quoi pourrait ressembler le projet quoi. Donc c'était à la fois un peu ça, quand bien même en fait en réalité j'étais plus dans l'idée de faire ce long métrage là du tout, au moment où je suis parti faire À tout prix, qui a été très long en gestation, mais voilà, c'est pour ça que je dis bien en fait il en restait 2-3 points, c'est vraiment que ça quoi. C'était un calvaire. Mais je le dis aujourd'hui en rigolant, tu vois, moi j'ai pas fait mon service militaire, j'ai plein de copains qui l'ont fait, ils m'ont toujours tous dit un jour quand t'en reparles tu te marres, et ben quand j'en parle maintenant je me marre, mais quand on fabriquait À tout prix, non c'était, bah, c'est ce que je dis, hein. Enfin voilà, je l'ai pas inventé, et j'ai toujours été partisan de, je pense, enfin moi en tant que cinéphile, j'adore quand je regarde des interviews, enfin en fait qu'on me raconte la vérité, qu'on arrête de me raconter des conneries. La première chose qui m'a marqué quand j'ai débarqué sur un plateau et que j'avais 19 ans pour travailler, pas en tant que réal, hein, mais c'est à quel point en fait c'était tellement très loin de ce que j'avais pu fantasmer. Il y avait un aspect très concret, pas du tout glamour de ce qu'est la fabrication d'un film, et puis en fait c'est souvent des emmerdes, donc à la fois ça te prépare. Après j'ai eu des tournages qui se sont plutôt pas trop mal passés, en tout cas bien mieux qu'À tout prix, mais À tout prix non, c'était vraiment
C'était vraiment un calvaire tout du long. Ça a été très difficile à mettre en place. Après, quand t'as pas d'argent, enfin quand t'en as très peu, ce qui était notre cas, tout est très vite compliqué. Voilà. Donc, et après, il y a des mauvais choix de ma part parfois sur des collaborateurs que j'aurais mieux fait de pas faire venir parce que ça s'est très mal passé. On a eu des problèmes d'organisation. Enfin, on a eu quasi tout ce qui peut se passer. Pour être très clair, c'est ce que j'ai dit. Tu vois, il y a eu une baston sur le plateau. Euh, c'est à un moment donné la seule chose que j'ai dit auquel on a échappé pendant, bah, c'est que quelqu'un meurt pendant le tournage. On a malheureusement eu un décès en cours de production parce que le monteur est décédé pendant la post-production. Voilà, histoire de rajouter une petite pierre aux catastrophes, mais qui sont pas dues au film, hein, j'entends là, c'était juste la vie. Mais effectivement, il y a la préparation du film. Bon, malgré ça, j'ai envie de dire, dans l'aspect artistique, mise en scène, tu peux aussi avoir des choses qui fonctionnent pas, que tu as prévu qui fonctionnent pas. De la même façon, des fois, tu as des choses qui sont très bien au scénario, tu les lis. C'est pour ça que les répétitions, c'est bien, parce que parfois, il y a des choses où tu vois la lecture, ça a l'air très bien, et puis d'un coup, tu fais jouer et ça marche pas. Donc, le but, c'est pas de se taper la tête en se disant, mais non, ça va marcher. Parfois, il faut insister, ou il faut trouver le moyen, ou parfois, il faut adapter, en fait. Mais de la même façon que quand tu travailles, tu arrives sur un décor, en général, bon, tu l'as repéré avant. Mais quand tu arrives sur un décor, bah, d'un coup, tu sais, je prends un truc tout con. Ton comédien, il a très mal dormi, il a été malade hier. D'un coup, la séquence, tout devait reposer sur lui, ça va pas marcher, donc il faut changer le. Enfin, tu vois, c'est des choses qui t'échappent souvent. En fait, il y a beaucoup de chaos. En fait, tu vois, ce dont tu parles, c'est l'aspect on organise, donc c'est l'aspect ordre. Et en fait, un film, c'est comme l'existence, en fait. T'essayes d'organiser un maximum de choses, mais il y aura du chaos. Donc, et je crois que je l'ai expliqué dans une interview, c'est une grosse partie de ton boulot consiste à résoudre des problèmes très souvent. Ouais. Et c'est plus là, et c'est pas malheureux en soi. C'est-à-dire qu'en fait, parfois tu prends énormément de plaisir à résoudre des problèmes. Parfois, les problèmes, t'aimerais bien juste qu'ils se calment un petit peu parce que ça n'arrête jamais. Et parfois aussi, c'est quand tu n'as pas, et je dis bien, c'était ma responsabilité parce que j'étais aussi producteur sur le film. Et parfois, j'ai pas pris de bonnes personnes aux bons endroits. Donc, je leur jette même pas la pierre aujourd'hui. C'est que bah, c'était de ma faute, quoi. C'est comme n'importe quelle entreprise. En vrai, si tu t'es planté quand tu as recruté quelqu'un, lui, il avait peut-être envie de venir. Là, en l'occurrence, en plus, tu vois, il y a pas d'argent pour les gens, donc tu les recrutes pas pour un salaire. Tu les recrutes pour un projet. Il y a eu plein de gens qui voulaient venir. Et parfois, même dans les gens qui m'ont demandé de venir, en fait, c'était une grossière erreur. C'est-à-dire qu'ils étaient pas. Ils étaient juste pas les bonnes personnes pour le projet à ce moment-là. En tout cas, tu vois, peut-être qu'ils l'auraient fait 2 ans après, ils auraient eu une expérience suffisante. Et j'en ai aussi qui n'étaient pas au point, qu'on morflé pendant le film, tu vois, mais qu'on su, en tout cas, se rendre compte. Tu vois, bon, je dirais pas qui c'est, on n'est pas là pour régler les comptes. Il y a un poste où il y avait 2 assistants, un premier, un deuxième. Bref, et le premier était vraiment. Enfin, il en prenait plein la gueule et il voyait qu'il n'était pas au niveau. Et en fait, c'est le deuxième, tu vois, qui a pris la relève. Mais pas dans le sens. Tu vois, là, pour le coup, ils ont été honnêtes. Ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, écoute, voilà, il a besoin d'aide, machin, machin. Et en fait, j'ai presque envie de dire, ils ont inversé les rôles l'un et l'autre. Tu vois, le premier est presque devenu le deuxième. Enfin, ça s'est fait en bonne intelligence. T'as d'autres gens, ils vont pas lâcher. Ils sont malheureusement pas compétents. Mais je dis bien, c'est même moi qui ai été naïf et qui n'ai pas su bien regarder des trucs. Voilà, donc tu as de la gestion humaine aussi, puis tu as plein de trucs, tu as des égos, enfin tu vois, c'est plein de choses. Voilà, c'est pas juste faire des storyboards et discuter avec des techniciens. Et puis il y a des choses, depuis j'ai encore appris d'autres choses, mais il y a des choses qui t'échappent. Voilà, faire un film, c'est beaucoup de compétences que parfois on oublie de le raconter aux gens. C'est pas moi-même, hein, je veux dire, il y a des trucs, je m'en suis rendu compte en faisant. C'est pour ça que je dis c'est moins glamour, c'est pas juste faire des storyboards, c'est pas juste. Après, il y avait des trucs, hein, tu vois, si tu lis des interviews, je sais pas si t'as jamais lu le bouquin sur Friedkin, en fait, lui ou même des gens comme Oliver Stone, c'est quand même des gens qui sont très généreux dans ce qu'ils te racontent de leur métier, et donc tu as tout un aspect très psychologique, que ce soit avec tes techniciens ou tes acteurs ou tes actrices. Il suffit pas juste de se dire on va venir, on va faire ça comme ça. Parfois, tu es dans des rapports de pouvoir, parfois, tu es dans des rapports de force. Tu as des gens qui le cherchent. Enfin, tu vois, il faut arriver à comprendre avec qui tu travailles et comment on va réussir à travailler ensemble. J'aime pas trop, moi, le rapport de force. Malheureusement, j'ai envie de te dire, parfois, ça arrive que tu as des gens, en fait, qui le cherchent et c'est comme ça que tu vas obtenir ce que tu veux.
Moi, j'essaie de trouver maintenant des gens avec qui je sens qu'on va être sur la même longueur d'onde dans le travail. Mais voilà, mais chacun est différent et de la même façon, même moi, il y a des attentes que les gens peuvent avoir de moi pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils vont peut-être avoir des moyens qui vont pas me plaire. Enfin voilà, c'est plus compliqué que simplement se dire on tourne ça comme ça. Voilà. Et souvent, il en résulte que le film est ce que tu as réussi à faire entre ce que tu as voulu, ce que tu as pu, et comment tu t'es démerdé avec tout ce bordel. Dans le commentaire audio, je crois que pour le coup, je pointe du doigt les moments dont je suis très content, qui ressemblent à ce que j'avais imaginé et quand je vois le résultat, je me dis ok, c'était ce que je voulais et je pense vraiment que je me suis pas planté. Après, il y a d'autres choses qui m'ont surpris positivement aussi, tu vois, que j'avais pas du tout prévu et je pense que c'était une meilleure idée euh, que ce que j'avais prévu au départ. Et puis après, comme je te dis, il y a des trucs où tu prends le recul. Voilà, moi, je pense que c'est pas mal. Voilà. Globalement, je pense que le film est pas mal. Euh, Il y a plein de trucs qui ressemblent à ce que j'aimerais. Aujourd'hui, si je le faisais, il y a plein de choses qui seraient très très différentes parce que mon goût a évolué aussi. Tu vois, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'avais une discussion avec Vincent, qui est le chef opérateur du film, et parce qu'on s'était vu, et notamment je lui donnais le Blu-ray de chez The Ecstasy, et on a été amené à rediscuter. On se disait, tu vois, ça, aujourd'hui, je le ferais comme ci, je le ferais comme ça. Enfin, on a changé, il s'est passé beaucoup de temps, on a fait d'autres choses. Mais tu vois, par exemple, il y a un cours que j'ai tourné tout seul à Los Angeles qui est Always. Voilà, mais par exemple, tu vois, moi, c'est un cours que j'aime énormément. Euh, mais ça, c'est ce que j'ai envie. Enfin, c'est pas que j'ai envie de faire le contrepoint. Là, aujourd'hui, je travaille. Tu vois, j'ai d'autres projets et un producteur avec qui je travaillais un jour découvre Always. Et il me dit, mais en fait, t'as pas. Ah, mais en fait, t'as envie de faire d'autres trucs que des thrillers, quoi. Je dis, mais moi, j'ai juste envie de faire des films et il n'y a aucune limite de genre. En fait, de toi à moi, le genre ne m'intéresse pas plus que ça en réalité. Euh, j'adore, enfin, tu vois, moi j'adore le cinéma. Voilà, j'adore le cinéma, tu vois, j'adore Chaplin, euh, j'adore Fincher. Enfin, je peux continuer longtemps, mais et j'adore des trucs qui ont strictement rien à voir avec tout ce que j'ai fait. Ça veut pas dire que je vais les faire, ça veut juste dire par contre, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire, des choses très différentes. J'adorerais faire une comédie. C'est juste qu'il faut trouver le sujet qui me plaît et que je sens que je peux être capable de faire quelque chose avec et quelque chose qui m'intéresse. J'ai pas de, j'ai tellement pas envie de répéter 25 fois la même chose, quoi. Voilà. Donc, et oui, Always, par exemple, j'en suis très fier pour plein d'autres raisons qu'à tout prix. Je vais te raconter la petite histoire. Donc, je suis parti grâce à tout prix. Je me suis retrouvé que j'avais des rendez-vous à Los Angeles en 2015. Je pars, j'ai un Canon Mark II là dans mon sac à dos. Euh, et quand je suis à Los Angeles, entre les rendez-vous, en fait, il y avait une énergie très positive là-bas. Les gens ont, j'ai envie de te dire très à l'américaine, hein, tout le monde est yes, great, t'es super, c'est super. Mais à la fois, il y a un truc vraiment charmant, c'est que il y a une énergie super positive. On m'a jamais aussi bien reçu dans des rendez-vous. J'ai rencontré euh, des, 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 des mecs que je pensais pas pouvoir approcher. Enfin, été reçu, mais c'était- j'ai jamais été aussi bien reçu ici, quoi. Et j'ai jamais rencontré autant de gens d'une industrie en 3 ans ici que mon film était sorti. Je parle d'à tout prix. J'ai rencontré en 8 jours là-bas plus de gens qu'en 3 ans ici. Voilà, pour donner un ordre d'idée. C'est le double ou le triple de gens que j'ai pu rencontrer. Et puis parfois, quand même, des gens qu'on produit, bah, notamment l'un des derniers, Fredkin, tu vois, j'ai rencontré le producteur de Killer Joe qui voulait me voir, quoi. Donc tu parles avec des gens de Cinoche, en plus, donc t'aimes le travail, les mecs qui te jettent des fleurs. Et puis le pire, c'est que tu te rends compte quand t'arrives au rendez-vous que les mecs, ils ont pas juste regardé à tout prix, ils ont regardé tous les autres trucs que t'as fait. Donc ils connaissent ton taf. Et non, vraiment, t'es super bien reçu. Et donc, cette énergie positive, pour revenir sur l'histoire des courts-métrages, je me disais, putain, j'adorais la lumière là-bas. Et puis, il y avait donc Cameron, qui est dans le film, et Aurélie, Myriel, Cameron, on se parlait de temps en temps depuis un moment par Facebook, bien avant que j'y aille. Donc, c'était l'occasion de prendre un verre ensemble. Et puis, Aurélie, je crois pas qu'on s'était parlé avant, mais elle a su par connexion. Donc, elle, c'était une Française qui vivait là-bas. Et bon, puis, on s'est dit, tiens, ce serait cool qu'on tourne un petit film. Donc, je vais te dire, donc pour t'expliquer comment Always arrive, donc je te dis, il y a cette énergie positive, donc je me mets à écrire un script, un deuxième script, et à chaque fois on avait un problème. Donc on revient sur cette histoire des problèmes. Il y avait toujours un problème qui faisait qu'on n'allait pas pouvoir le faire, du style,
il y avait un projet qu'on comptait vraiment faire, qu'on était en train d'organiser pour faire, sauf qu'il n'y avait pas d'ingé son. C'est-à-dire où il fallait que je paye. J'avais pas d'argent, moi. J'étais très pauvre quand je suis allé à Los Angeles. J'ai pas d'oseille, quoi. Et là-bas, il faut que tu payes pour tout. Hein. T'es chez les ricains. T'es pas en train de faire un cours en France en disant, hé les gars, on y va, on en a pour un jour, 2 jours. Donc, on se dit, merde, moi je leur dis, ah, ça va pas être possible, quoi. Donc, à un moment, je dis, bon, écoute, moi, les gars, là, je repars. Je repartais le lendemain. Enfin, oui, le lendemain. Le lendemain, en fait, on était mardi soir. On se voit avec Aurélie et Cameron dans un bar. Et je dis, bon, écoutez, là, on n'a plus le temps d'écrire un script. On n'a plus le temps de chercher les techos. Si vous voulez qu'on tourne, c'est demain. C'est toi, moi et mon 5D. Pour te dire, à ce moment-là, l'autre gars qui va venir sur le ponton, là, pour faire la bagarre, là, il n'est pas là. Hein, il n'est pas prévu du tout. D'ailleurs, il va être prévu dans la journée parce que c'est un autre gars que le lendemain matin qui doit venir et qui peut pas et qui nous envoie ce garçon, Julien, qui est super. Et donc, dans un bar, moi, quand je me rends à ce rendez-vous, je réfléchis dans la voiture, j'ai juste l'idée, en gros, ça raconterait ça. C'est-à-dire, en gros, j'ai ma chute du cours. Mais tout le reste, je sais pas ce que c'est. Je sais à peu près que c'est un film sur qu'est-ce que c'est le souvenir d'avoir aimé quelqu'un. Je me dis, on va faire un film là-dessus, quoi. Et donc, le film est né des problèmes. C'est-à-dire, j'ai pas d'ingé son. Donc, je vais faire un film sans parole. Mais j'ai une caméra et je peux me démerder avec. Mais c'est juste l'envie de tourner qui a donné naissance à ce film et puis l'envie de travailler avec les deux zigotos là. Et je leur dis voilà, de toute façon, c'est très simple. Il me reste la journée de demain parce que dans la nuit de mercredi à jeudi, donc le mercredi on tournait et dans la nuit de mercredi à jeudi, moi je prends l'avion parce qu'à 2h du matin, il fallait que je sois à l'aéroport et que je me casse. Donc je dis on n'a plus le choix. De toute façon, Cameron, lui qui bossait dans un bar, à 8h du soir, fallait qu'il dégage du tournage. Donc voilà, donc c'était vraiment très cadré ce qu'on avait à faire. Et c'est ça qui a créé le film, en fait. C'est de la même façon, je leur ai dit, bon, il me faudrait un cimetière. Où est-ce qu'il y a un cimetière? Mais on n'a pas eu d'autorisation. On est parti, on a tourné à l'arrache. Et je peux te dire que c'était rigolo parce que j'avais pris des photos en arrivant dans le cimetière parce que c'était interdit de faire ce qu'on faisait. Donc j'ai pris des photos de pigeons qui se baladaient, tu vois, par là. Et donc j'avais une carte avec les pigeons. Comme ça, si jamais les mecs, parce que t'as des mecs de la sécurité qui passaient dans des petites bagnoles, tu sais, façon les trucs dans les clubs de golf, là. Tu vois, les mecs... Et ils sillonnent comme ça le cimetière, parce que c'est un cimetière où tu as des stars hollywoodiennes qui sont enterrées. Et donc, t'as pas le droit de t'amuser à prendre des photos ou à faire enfin, tu vois, ou à filmer sans autorisation. Donc, on a vraiment tout fait à l'arrache. Voilà. Donc, le film est vraiment né juste d'une envie de faire et pas une réaction, en fait. Il n'y avait pas de question de réaction. C'est juste, tiens, j'ai envie de faire ça. Et comme je dis, là, d'un coup, l'envie, c'est... Déjà, la première chose, c'est l'envie de tourner. La deuxième chose, c'était qu'est-ce que je peux faire? Donc, quand t'as pas d'argent, en fait, tu reviens, on va faire l'histoire d'un homme et une femme. J'ai un couple d'acteurs, quoi. Je peux faire l'histoire d'un homme et une femme. Mais quelle histoire on va raconter? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, quoi? Enfin, et je dis bien, hein, c'est sur l'autoroute, en allant au bar, que d'un coup, j'ai cette idée... on va dire de films romantico-fantastiques. Enfin, voilà, mais... c'est très spontané, quoi. Et à la fois, c'est ce que j'ai adoré, c'est que d'un coup, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de préparer, il n'y a pas d'équipe. Mais à la fois, tout ça, d'un coup, c'est génial parce que tu retrouves. Donc, en fait, c'était pas le but. Le but, c'était de tourner, c'était juste une envie. Il n'y avait pas de question de réaction, c'était juste l'envie. Cette envie, c'est pour ça que je te parlais de l'énergie au début. J'ai retrouvé ce truc comme quand j'étais gamin et que j'ai pris un jour un caméscope en me disant, hé les gars, on tourne et qu'on a fait n'importe quoi, mais. Tu vois, ce truc, quoi, ce truc de départ, là, c'est ce qui s'est passé. C'était cette envie très positive de se dire, on y va, on va s'amuser. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit aux deux acteurs juste avant. Je fais, quoi qu'il advienne, on va bien se marrer. Et on s'est vachement bien marré, quoi. Et pareil, ce que je t'expliquais sur le fait de s'adapter, Cameron, donc qui joue le mari, là, quand il est arrivé sur le plateau, il était décalqué. Pourquoi? Parce qu'il travaillait de nuit. Et donc, par exemple, quand il est allongé et qu'il dort, en fait, je vais te le dire, il dort pour de vrai. Et il dort pour de vrai parce qu'à un moment donné, je voyais qu'il luttait. Et je dis, Cameron, ça va pas? Il me dit, j'ai pas dormi, mec. Et je dis, attends, on va faire un truc, tu vas aller t'allonger, quoi. Il me fait, mais non, mais ça va pas, faut qu'on tourne et tout. Je fais, mais on s'en fout. Je fais, attends, j'ai une idée, on va faire un truc, j'ai une idée du fait que tu vas dormir, quoi. Et c'est comme ça qu'on fait le truc de, elle vient, elle lui met du maquillage, tu vois. Et Cameron, il est vraiment en train de dormir. Et d'ailleurs, après, quand il vient dehors et qu'il est maquillé, bon, il le savait, hein, après, on l'a maquillé, il était réveillé, mais la tronche qu'il a, et si tu regardes qu'il a les yeux décalqués, c'est simple, en fait, on l'a vraiment réveillé, quoi. Écoute, oui, il y a plein de choses. On va essayer de pas trop. Mais oui, alors après, écoute, j'ai envie de te dire, je pense que comme toute personne, on a tous des projets. Il y a des moments où ça avance, il y a des moments où c'est à deux doigts de se faire, il y a des moments où ça se pète la gueule.
Voilà, il y a des moments où tu pars sur autre chose. Et j'ai deux trucs dans les tuyaux, écoute, on verra. J'ai deux trucs dans les tuyaux à des stades un peu différents. Après, il y a d'autres projets, mais j'ai deux trucs plutôt avancés, on verra. C'est ça, c'est qu'en fait, quand je dis bizarrement, c'est qu'à la fois le Covid a impacté plein de choses, plein de secteurs, plein de domaines, tu vois, ça a quand même mis une branlée à l'économie mondiale, quoi. Paradoxalement, ça a créé aussi des opportunités. Je peux pas trop l'expliquer pourquoi, moi j'en sais rien. Il y a aussi l'avènement des plateformes, hein, on va être très clair, parce que ça a accéléré en fait ça. Euh, Il y a une interview, regarde, tu vois, dans le Blu-ray que tu as dû voir, qui avait été fait en 2019. Et ben là, pour le coup, plein de trucs, dont le Covid, a fait que ça a tout foutu en l'air. Mm. Mais tu vois, ce script que j'écrivais à l'époque, bah, je l'ai envoyé à différentes personnes pour qu'ils le lisent, dont deux, trois producteurs que je connaissais. Et il y en a un qui a rebondi très vite et qui m'a dit, écoute, moi, ça me botte et tout, je peux le monter. Et là où je m'étais dit, je ne demande plus l'autorisation, bon, je me suis dit, écoute, de toute façon, c'est le bordel. Tout est bloqué, on peut rien faire. Euh, donc pourquoi pas, en fait? Tout est bloqué, on sait jamais. Donc écoute, ça fait partie de projets qui sont dans des tuyaux. Maintenant, ce qui est bien avec ce film, c'est que s'il se monte pas de façon traditionnelle, c'est que, et là pour le coup maintenant il était fini d'écrire, je l'ai pensé à l'écriture pour que je puisse le fabriquer pour rien. Donc s'il y a un budget, c'est super parce que je peux payer les techniciens. Et quand je dis le Covid a foutu le bordel, moi j'ai plein de potes techos qui avant tout ça étaient super chauds pour venir en me disant moi je viens, je fais ton film, tu vois, je dis n'importe quoi, on part 15 jours, on tourne le film, on le fait gratuit, tu vois. Et puis moi je voulais faire un truc où en vendant le film, je leur donne des parts, tu vois. Donc en fait je les paye après, quoi. Et là, le problème avec ce qui s'est passé, et j'en ai plein qui se sont retrouvés sans emploi et sans thune, tu te vois mal aller leur dire, viens, on va faire un film sans thune. Tu vois, je les voyais, hein, ils étaient dans des galères. Donc c'est pour ça que je disais, le Covid a foutu le bordel sur ce projet. Et c'est pour ça que quand un producteur m'a dit, moi je peux peut-être le monter et trouver un budget, j'ai dit, bon écoutez, donc j'ai rappelé mes potes, je dis, bon bah écoute, on va attendre un petit peu. Parce que de toute façon, il y en a, ils m'ont dit, là, ça va pas être possible, quoi. Donc j'ai dit, mais je vais peut-être avoir des sous, et donc si je les ai, je peux vous payer. Voilà. Donc écoute, on s'est dit, de toute façon, tout est en stand-by, tout est foutu en bordel. C'est un film qui aurait été très compliqué si on avait dû le fabriquer, parce qu'au début, il y avait cette histoire de le tourner, mais il faut mettre les masques. On a un truc où on a plusieurs personnes dans la même pièce, enfin, on s'est dit, toutes les trucs de restriction, enfin, j'avais pas très envie de le faire dans ces conditions-là, de prendre des risques, parce qu'en plus, à l'époque où j'aurais dû le tourner, on était au début, et on savait pas du tout ce qui se passait avec ce virus, quoi. Tu vois, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Bref, donc voilà, donc tout ça a été reporté, on verra bien. Oui, parce que, en fait, tu vois, ce qui est ironique, c'est que bah, à l'époque, quand je fais dans cette interview, comme je te dis, hein, on était bien avant cette accélération qu'on a vue, c'est-à-dire que moi, il s'est passé, en tant que spectateur, le mois de juin de l'année dernière, il y a un film qui sort sur Netflix qui s'appelle Balle perdue, un garçon qui s'appelle Guillaume Piré, que je connais. Et Guillaume, il s'est battu longtemps pour faire ce film et d'autres, d'ailleurs, en dehors des plateformes, c'est-à-dire de façon traditionnelle, on va dire. Et il s'est fait. Enfin bon, bref, tu vas à gauche, à droite, on te fait monter, on te fait descendre. Enfin, on t'explique que tu le refais, tu le réécris, tu vas plus long, plus court, plus drôle, plus ceci. Enfin, tout le monde t'explique ce que tu as à faire et souvent tu ne le fais pas en fait. À la fin, ça se termine, tu fais pas. Et c'est pour ça que la chose qu'on perçoit mal, c'est un peu comme j'explique le tournage. Moi, je pensais par exemple que faire un film, il suffisait d'avoir un scénario a priori bien, en tout cas bien. Euh, je vais apprendre un jour avec un producteur avec qui je travaille qui m'a dit, mais tout le monde s'en. Enfin, je dis pas qu'il a raison, mais il m'a dit, tout le monde s'en fout, Yann, de ton script, c'est pas pour ça qu'on le fera, quoi. Et quand t'as un mec, un gros prod qui a déjà fait plein de films, tu te demandes, tu te dis, c'est chaud quand même ce qu'il me dit, quoi. Donc, enfin, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte pour faire ou pas faire un film. Plein de choses. C'est pas qu'une question qualitative. C'est une question de moment, c'est une question d'envie. Enfin, tu vois, il y a vraiment plein de choses. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve parfois, tu as des projets.
pour les uns et les autres, et même des réalisateurs excessivement expérimentés. Maintenant, je commence à mieux comprendre pourquoi tu as des mecs avec vraiment des carrières de ouf. Ils n'arrivent pas à monter des films parce que tu as plein de choses, ça t'échappe. C'est pas qu'une question, est-ce que le projet, tu le juges bien et les gens le jugent bien. Enfin, ça suffit pas. C'est bien, mais ça suffit pas. Euh, et donc, tout ça pour dire, tu te retrouves sur les plateformes. D'un coup, moi, j'ai vu, je reviens là-dessus, ce film de Guillaume, qui en plus a fait un carton. Et donc, l'ironie, c'est que moi, quand j'avais Implacable en 2015, et qu'on avait eu Daniel Auteuil, j'avais dit à mon producteur de l'époque, il faut qu'on aille voir les plateformes. Et je peux te dire qu'à l'époque, on se foutait de ma gueule. Enfin, on m'a regardé, on m'a dit n'importe quoi, c'est de la merde. Donc, l'ironie, je te dis, c'est 5 ans plus tard, de voir le film d'un camarade réalisateur qui lui-même se retrouve là-dessus, arrive à le faire. Alors maintenant, il suffit pas. Et je vais te le dire, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont en train de tous de frapper à la porte là-bas. Donc, pour moi, c'était drôle. Je pense que j'ai pas dû être le seul à sentir, mais c'était juste logique. Non pas que c'était l'avenir, que c'était une autre possibilité, en fait. Tu sais, je vais te dire, il y a un truc qui a jamais existé en France, de par comment les choses sont faites, c'est-à-dire que tu prends d'autres pays, prends les États-Unis. À une époque, tu avais les films de cinéma et puis tu avais les direct-to-vidéo. Tu as même des films, il faut le savoir, que nous, on a découvert en salle, parfois. Il y a des films américains qu'on a découverts en salle qui étaient soit censés être des téléfilms ou des direct-to-vidéo et que des mecs ont acheté et ils ont foutu en salle. C'est-à-dire que nous, chez nous, la salle est sacrée et en ce qui me concerne, oui, la salle est sacrée. Mais est-ce que pour autant, c'est ce qui fait le cinéma? C'est ce que je crois que j'explique dans une interview. C'est moi-même, j'ai vu plein de grands classiques, je les ai vus sur ma télé pourrie avec des cassettes VHS, tu vois. Donc, est-ce que ça fait le cinéma? Non. Est-ce que j'adore la salle? Bien sûr. Euh, les plateformes, c'est juste une autre possibilité de faire ce qui à une époque ce serait, je pense, appelé le direct ou vidéo. En France, ça n'existait pas, tu faisais pas du direct ou vidéo. En gros, c'est ça. C'est le direct ou vidéo, c'est ça. Et d'ailleurs, à l'économie du cinéma aujourd'hui, avec cette économie de la vidéo, parce qu'il ne faut pas perdre que j'ai envie de dire, dans l'économie du cinéma, la vidéo, à un moment donné, c'était l'un des moyens de savoir qu'un film qui n'a pas marché en salle, tu vas gagner de l'argent en vidéo. Sauf que depuis plus d'une dizaine d'années, c'est plus le cas, parce que c'est un marché qui se pète la gueule. C'est-à-dire le marché du physique disparaît, malheureusement. Mais économiquement, c'est plus une solution. Donc c'est pour ça aussi, quand des fois on se dit, mais pourquoi il y a des films, on les fait pas, on les fait plus, je vais te le dire, à cause de ça aussi, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débouchés commerciaux qui fait que si ça va pas marcher en salle, les mecs vont revoir leur argent. Donc à un moment, les mecs ils s'arrêtent, ils se disent on n'y va pas, quoi. Par contre, donc, les plateformes, en remplaçant ça, et je vais pas te dire que c'est obligatoirement ce qui suit, parce qu'attention, hein, il y a des choses à redire sur ce qui se fabrique et comment ça se fait, mais c'est l'une des possibilités, c'est que ça va peut-être rouvrir ça. Moi j'espère que ça va permettre, mais même au film de cinéma, d'ailleurs là, pendant qu'on se parle, on est censé avoir, parce que les plateformes vont avoir une obligation en France de financer le cinéma, donc là on revient à, je te disais, ce truc un peu vertueux où un autre marché, donc qui n'est pas physique, là, qui est dématérialisé, va peut-être permettre à des films de cinéma en fait différents d'exister. Et en sachant qu'ils auront un débouché, peut-être salle et plateforme. Ou en tout cas les deux, quoi. J'adorerais faire un film d'horreur. Mais vraiment, j'adorerais me frotter à tout. En fait, j'aime les films, quoi. J'aime les histoires. En fait, ma préoccupation à chaque fois, c'est j'aime les histoires. Et la seule chose qui m'importe, c'est que je m'interroge à chaque fois de me dire euh, deux, trois choses. C'est est-ce que je me sens capable de le faire? Et quand j'ai peur de ne pas être capable, ça me stimule beaucoup. Je pense qu'il faut avoir peur un peu quand on va faire quelque chose, sinon ça vaut pas le coup. On va juste faire un truc, on est à l'aise. Parce que j'ai l'impression que je vais amener un truc en plus. Moi, j'adore quand je suis spectateur, que même si on m'a, on va dire, servi le même plat, tu vois, il va y avoir un petit truc en plus, quoi, qui fait que je vais être surpris. Moi, j'aime bien être surpris, quoi, quand je vais voir un film. Là, il n'y a rien qui m'ennuie plus. En ce moment, là, ces derniers temps, c'est un peu ce que je vis. La plupart des trucs que je regarde, je les ai déjà vus 1000 fois, quoi. C'est un peu chiant, quoi. Mais parfois, c'est bien fait, tu vois. Mais par exemple, dans l'horreur, il n'y a pas grand-chose qui me stimule en ce moment. C'est bon. Et des fois, c'est très bien fait, hein. Mais peut-être parce que j'ai plus 12 ans et que si je les avais vus à 12 ans, je serais comme un fou, tu vois. Tu vois, mais les trucs, j'ai l'impression de voir ma DVD tech, quoi.
Et ce qui m'importe, c'est de voir l'expression de quelqu'un, enfin en tout cas quelqu'un qui me raconte une histoire, ou en tout cas une façon de me la raconter. Je parle pas automatiquement de faire le malin avec la caméra, mais des fois, tu as des gens, ils amènent un climat. Tu vois, moi, quand j'allais, je sais pas, voir un film de Carpenter, ou un film de Fincher, ou un Chaplin, enfin, c'est comme si tu vas voir un pote que tu sais que quand tu vas le voir, tu vas retrouver un feeling, quelque chose que tu aimes profondément chez lui. Ce qui m'ennuie un peu, et ce qui m'ennuie parfois sur les plateformes, c'est que ça manque. Je trouve que ça manque de personnalité. Mais après, je peux te citer, tu vois, là, on prend les grands noms, je peux te citer plein de gens euh, dont j'aime le travail, qui ont même parfois fait qu'un film remarquable. Tu prends Robert Harmon qui a fait Hitcher, qui est un film que j'adore. Je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Euh, je trouve le film vraiment épatant, toujours. Et il y a un climat, en fait, dans ce film. Je, 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 je sais, quand je le regardais, je me suis interrogé, je me suis dit, est-ce que c'est que le travail, tu vois, on en revient à ça, est-ce que c'était que le travail du metteur en scène? Il y a des trucs où il y a l'interprétation de Rutger Hauer qui amène vraiment quelque chose de très ésotérique et qui fait qu'en fait le film, où ça aurait pu être juste un film, le film est très bien réalisé, quoi, mais il y a un climat très particulier. Et je me suis demandé, en fait, c'est quoi quand tu regardes le film, c'est quoi objectivement qui en amont a amené ça? Est-ce que ça s'est fait pendant la fabrication? Il y a des trucs, je me suis dit, est-ce que c'est au script? Est-ce que c'est Rutger Hauer? Et puis pareil, il y a des trucs qu'on ne sait pas au final, dans le processus de fabrication, tu vois, comment, j'ai presque envie de dire, de quelques centimètres, tu dévis tellement un tout petit peu, que tout à coup, tu vas insuffler un cœur particulier à un film. Des fois, ça se joue vraiment à pas grand-chose. Il suffit de regarder certaines. Parfois, tu lis un script d'un film, tu regardes le film, tu te dis, OK, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui a changé. Euh, Et puis parfois, il y a des séquences, quand tu les lis et que tu essayes d'oublier le film que tu as vu, tu te rends compte que. Et c'est pour ça qu'un metteur en scène, c'est important. Euh, Si tu veux, je t'expliquerai pourquoi je dis ça, parce que je trouve parfois, on dirait que ça a perdu son importance. C'est que ça peut tellement insuffler des choses très différentes au même script et donner des films différents à chaque fois. En fait, j'ai pas dit donner un meilleur film, donner un film différent. Euh, Ça, parfois, je trouve ça manque. Par contre, je trouve qu'il y a un niveau technique global dans l'industrie qui a monté. C'est-à-dire qu'à une époque, il y avait des films, quand tu regardais un film Z, tu savais que tu allais voir un film en général assez mal branlé. Là, j'ai envie de te dire quand même, bah, même les films totalement fauchés et tout, il y a quand même un standard technique qui s'est élevé. Donc c'est bien, mais je trouve en fait, parfois, ça va peut-être te choquer, ça me manque un peu quand c'était moins bon techniquement, mais où il y avait quelque chose, quoi. Et parfois, ce quelque chose, je le vois de moins en moins. Je trouve qu'en fait, il y a un standard. Voilà. Il y a un standard qui s'est élevé, et c'est cool, quoi. Mais je trouve parfois, ça manque un peu d'âme. Voilà. Et ça, c'est le plus difficile au final, je trouve. Ah, c'est terrible parce que le problème, c'est que c'est un grand film que j'ai revu, en fait. Euh, Non, allez, attends, non, j'abuse quand même parce que j'allais te citer un truc qu'effectivement j'ai revu, mais j'ai surtout revu. Ce qui m'a le plus stimulé, c'est les films que j'ai revus, que j'avais pas vus depuis longtemps. Mais non, non, il y a quand même quelques belles découvertes. Un film que j'ai trouvé formidable, c'est le deuxième film de la réal de Badabouk. Bababouk, voilà, ça j'ai trouvé ça remarquable. Et j'ai beaucoup aimé aussi le film du fils de Cronenberg, Possessor. Ça m'a bien plu. Voilà. Je trouve que c'est vivant quand même. Alors là, j'étais en plein trip. Je me suis refait L'année du dragon, euh, que je trouve incroyable, et me refais en fait les Chimino, et je suis halluciné. Euh, je me rappelais que c'était très bien. J'adorais ça, mais putain, il y a un truc. Voilà. Quand je regarde ça, je me dis, il y a un truc qui manque. Alors des fois, je teste les trucs avec des plus jeunes que moi et je suis rassuré de voir qu'il y a des œuvres fortes qui continuent dans le temps à résonner. Non, mais c'est voilà, après et après attention, il y a des cinéastes que je trouve remarquables et dont j'attends les prochains films, des gens comme Villeneuve, Denis Villeneuve ou d'autres, tu vois. Enfin voilà, mais en tout cas, c'est au moins des gens que je trouve stimulants. Après, il y en a d'autres, hein, puis il y en a d'autres qui tournent pas assez. J'adore, tu vois, Andrew Dominic. Euh,
T'as des mecs que je trouve fascinants, quoi, et dont je trouve le travail fascinant. Après, j'adore Fincher. Je suis moins fan de son dernier. C'est la première fois où je me suis demandé si j'avais pas été sur mon canapé où j'ai pu faire pause pour me lever. Je me suis demandé est-ce que j'aurais pas eu envie de me tirer, pour être honnête. Tu vois, et pourtant, qu'est-ce que j'adore son travail. Et je trouve le film, voilà, j'ai rien à redire, il est excessivement bien réalisé, quoi. C'est juste, je suis pas rentré dedans et ça m'a pas. Enfin voilà, le personnage m'a pas passionné. Et pourtant, Dieu sait que j'adore profondément ce metteur. Mais c'est pas grave. Au moins, tu vois, il m'a proposé quelque chose d'autre. Par exemple, Fincher, c'est euh, euh, c'est un vrai modèle par rapport à ça. J'entends. Je sais jamais. Enfin, en gros, je sais que je retrouverai Fincher, mais pour donner un exemple concret, quand il fait Social Network, j'apprends dans la presse qu'il va faire un film sur Facebook. Et je me dis, what? Comment ça, faire un film sur Facebook? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on va raconter sur Facebook, quoi? Et puis quand je vois le film, je me prends une énorme dérouillée. Et puis pareil, ça c'est un film, bah, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, que je trouve vraiment remarquable. Dans tout ce que ça raconte, en fait. Parce que je pense, et le film un jour on le reverra comme ça, c'est vraiment le film d'une génération. Et enfin, il a vraiment à travers ça capté un vrai truc sur ce qui se passait dans nos sociétés en tout cas. Et ça passe par ça en fait, par cette histoire. Je trouve que c'est un vrai tournant. Mais tout ça pour dire, Fincher, à chaque film, je sais pas ce qui m'attend sur le prochain. Et ça, je trouve ça génial de me dire, je vais le retrouver lui, mais dans autre chose. Oui, mais quand je dis je sais pas sur quoi, tu vois, quand je te citais Social Network, je, je- bah, c'est comme si on prend, tu vois, à l'époque, on a eu Seven, puis un jour, on apprend qu'il va faire un nouveau film de tueur en série, c'est Zodiac. Donc on se dit, ouais, super, et Seven, ouais, tu vois, Seven 2. Sauf que rien à voir. Et c'est ça, je dis, où le mec, il va encore sans doute me surprendre, c'est-à-dire que même si il retouche, tu vois, là, on est sur un mec, un assassin, je crois. Et je crois que c'est un mec qui fait une espèce de dépression, en fait. C'est un mec d'un coup qui se fait qui se prend la tête, en fait, sur son métier et sans doute son existence. Enfin, je me dis, bah tiens, c'est intéressant, ça. Si c'est juste faire, c'est le tueur qui est pris en chasse par ses anciens employeurs, par exemple, ça. Et même s'il faisait ça, en fait, je pense qu'à l'intérieur de ça, il raconterait autre chose. Mais donc non, ça fait partie des mecs où tu te dis, je sens enfin, quoi qu'il arrive, il sera pas là où je l'attendrai. Même si je connais le sujet, j'ai hâte de voir ce qu'il en a fait en fait. Où je me dis, il a pas pris, parce que ça fait partie des mecs qui prennent rarement un scénario pour me faire le film que j'ai déjà vu à côté. Le bon exemple, c'est Seven Zodiac, quoi. Tu te dis d'un coup, c'est la traque d'un tueur en série. Autant dans l'un d'ailleurs, il l'attrape, et puis dans l'autre d'ailleurs, c'est quand même une histoire qui débouche il n'y a pas de fin en fait. Enfin, il y a une fin pour les personnages, mais c'est un film sur l'obsession, c'est pas un film sur la résolution d'une enquête. C'est ça qui est intéressant, c'est comment à travers, bah, la traque d'un tueur en série, comment on te raconte autre chose. Voilà. Et donc, moi en tant que spectateur, c'est ce que je recherche. Après, j'adore, je veux dire, il y a des séries B que j'adore. J'ai un copain, il est souvent surpris. Moi, il y a un film, petite série B que j'avais vu en Projo Press, qui s'appelle The Strangers 2. Moi j'adore The Strangers, c'est un film en huis clos avec des mecs avec des masques qui viennent bousiller un couple. Et t'as Strangers 2, et j'ai adoré ce film. Mais pour ce que c'est-à-dire que voilà, c'est une petite série B avec des mecs qui veulent dessouder la famille, et puis c'est tout. Mais je trouve ça tellement bien fait, tellement bien écrit. J'ai pas dit que c'était grandiose, tu vois, ça raconte un truc très simple. Mais moi, il m'a suffi d'une réplique, il y a un moment donné dans le film où il y a la nana qui fait, mais pourquoi vous faites ça? Et le mec, il lui fait, pourquoi pas? Et juste ça, j'étais là dans la salle, je me suis dit, yes, voilà. C'est justement, en fait, c'est ça qui est effrayant. Il n'y a pas de raison à part le faire, quoi. Et je dis, ça, c'était la super idée du film. Je trouvais ça super. Le film est très bien foutu, ça joue bien. Donc attention, voilà, parfois, pour rejoindre ce que tu dis, il me suffit parfois de ça pour être enthousiaste, hein. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'aimerais bien me prendre un Nightingale sur le coin de la gueule au Cinoche. Je regrette de ne pas l'avoir vu en salle, lui, par exemple. La comédie est pas, enfin tu vois, on va dire, c'est un genre comme un autre, comme il y en a plein d'autres. Et après le problème c'est ce qui me fait marrer, est-ce que
d'abord, est-ce qu'on me laisserait, est-ce que ça ferait marrer les autres, tu vois, je sais rien. Après, oui, est-ce que la question c'est est-ce que camping ça m'intéresse? Pas sûr. Voilà. Tu sais, moi, après, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, c'est pas le genre qui m'intéresse. Tous les genres m'intéressent en soi. Ce qui m'intéresse, c'est quelle histoire on raconte, qu'est-ce que ça raconte des gens. Euh, est-ce qu'il y a une émotion dedans, tu vois, euh, qui me parle. Mais rire, j'ai rien contre rire, tu vois. Et puis, tout à l'heure, on citait Chaplin, où je te parle de Dupontel. C'est pas que des trucs, comment dire, tu vois, c'est des grandes comédies parce que c'est des films qui te font rire, mais qui te touchent aussi. Enfin, tu vois, moi, j'adore, tu vois, le boulot de Harold Ramis, qui avait notamment fait l'un de ses plus connus, C'est un jour sans fin, tu vois. Je trouve ça super, quoi. Euh, je suis pas et je pense que c'est très très difficile à faire. Je pense que ça fait partie du genre qui est sans doute l'un des plus difficiles à faire. Mais de la même façon, tu vois, c'était quand hier ou avant-hier, j'ai croisé mon ami Anthony Damario qui fait les musiques sur mes films et qui fait maintenant les films de Pascal Logier. Euh, Tu vois, en rigolant, je lui ai dit, mais tu vas voir, tu vas y venir, tu vas arrêter de regarder en fait un peu toujours les mêmes films. Parce qu'en fait, c'est pareil, il n'y a rien de pire si tu veux évoluer que de te nourrir. Euh, tu vois, si à un moment donné tu regardes que des séries B bien, hein, tu vois, je suis pas sûr qu'à un moment donné, en fait, tu vas pouvoir d'abord puiser des idées intéressantes, parce que tu vas répéter. C'est parfois ce qui m'ennuie dans certaines séries B actuellement, c'est que je regarde, j'ai l'impression de voir le machin, tu vois, qui a vu ma DVD Tech, on a la même, quoi. Donc, je vois tout à fait ce qu'il a regardé, donc je m'ennuie un peu. Et puis, tu as des mecs, je trouve le bon exemple, par exemple, tu vois, tu as vu ce film Morse, bah, le mec qui a fait ce film, que j'adore, Morse, fait pas de film de genre au départ. C'est un mec qui fait des comédies et des films dramatiques, enfin, tu vois, rien à voir, quoi. Moi, les films, même pour parler de ça, moi, les films d'horreur que j'adore et qui sont les films enfin, vraiment que j'adore, c'est La Mouche de Cronenberg. C'est l'un des films qui sans doute me fait le plus chialer si je le regarde. Dead Zone, tu vois, pareil de Cronenberg. The Thing de Carpenter, qui est pour moi sans doute l'un des plus grands films d'horreur qui m'a vraiment fait super flipper. Il y a Shining qui m'a fait excessivement flipper. Et puis il y a L'Invasion des profanateurs de Philip Kaufman. Et c'est des films, le point commun qu'il y a, c'est qu'au final, bon bah ok, la créature, les effets spéciaux, enfin tout ça, très bien, mais ce que je retiens, c'est qu'en fait, les personnages, je les aime, ce qu'on me raconte d'eux, ça me touche, enfin, mais s'il n'y a pas ça, bah, en fait, il y a juste un monstre qui court derrière des gens, et souvent, ce qui m'ennuie dans beaucoup de films d'horreur, c'est, je sens qu'il y a une... Alors après, il y en a plein que j'adore, hein, attention, j'adore les Freddy, tu vois, j'adore tout ça, j'adore Halloween, tu vois, c'est pas la question, mais ces films-là, pourquoi ceux-là, je les mets au-dessus? Je me dis, mais putain, mais profondément, en fait, au-delà de la question du monstre, c'est que ça me raconte une histoire profondément humaine. Alors après, tu peux me mettre un monstre avec des personnages, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, The Strangers. Bon, bah, tu vois, ça marche, il y a un arc de personnage et tout avec la gamine, super, ça fonctionne. Mais c'est pas des films qui émotionnellement me transportent à plein d'endroits. Des films comme La Mouche, oui. J'ai peur, je suis surpris, ça me touche. Et finalement, je veux dire, le mec, il aurait pu ne pas se transformer en mouche, tu vois. Ça pourrait être un mec qui a atteint du sida et que c'est l'histoire d'un couple qui part en couille. Et t'obtiendrais, j'ai envie de dire, certaines sensations les mêmes que ce que tu as, mais là, elles sont transcendées par le genre. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais quand le genre, c'est juste en fait un décorum et rien de plus, à force, à la longue, moi, c'est pour ça que je peux aimer n'importe quoi. Vraiment, je trouve, je peux vraiment aimer n'importe quoi. Je peux aimer un drame, parce qu'au final, je pense que n'importe quel film ne fait qu'une seule chose, c'est raconter raconter l'humain, quoi. En tout cas, moi, c'est ce que je recherche quand je regarde un film. Après, je peux avoir envie. En fait, c'est comme aller au restaurant. Après, je peux avoir envie, comme quand tu vas au restaurant, et un jour, tu te dis, bah, vas-y, viens, on se fait un fast-food, quoi. On fait juste un fast-food. Bah, c'est sympa. Mais bon, bouffer du fast-food tous les jours, à un moment donné, t'as envie de temps en temps autre chose, quoi. Donc, t'as plein de cuisines dans le monde, faut les essayer. Aujourd'hui, ce qui me manque parfois, mais qui existe, attention, tu vois, tout à l'heure on a cité des films, ce qui me manque parfois, je me souviens d'une époque, alors c'est peut-être parce que j'étais plus jeune et donc je suis nostalgique, mais
d'une époque où j'ai découvert des cinématographies dans tous les sens. Tu vois, il y avait le cinéma de Hong Kong d'un côté qui me rendait ouf. Je me disais, putain, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Que ce soit les films fantastiques, les polars. Enfin, et on sait l'influence que ça a eu sur le cinéma mondial. Et la chose qu'on oublie parfois, c'est de regarder vraiment notre patrimoine personnel. Et en France, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses, mais on a tendance à l'oublier. Et il se passe des choses, hein. Il y a des super cinéastes. Alors peut-être pas dans le cinéma de genre. Mais moi, parfois, j'y trouve plus mon compte. Tu vois, j'adore Audiard, par exemple. J'adore profondément Audiard. Et pourtant, il est parfois, on va dire, à la lisière du genre, ou des genres, en tout cas. Des fois, je sais pas ce que tu penses de son cinéma, mais si tu prends son film avec un prophète, il y a quand même des éléments de film fantastique. Je veux dire, tu as quand même le fantôme du mec que l'autre il a tué qui est là à côté. Et puis le personnage, il a des visions. Je te conseille de voir tous ces films. T'en as même un, écoute bien, hein, ça vire au film de vigilante façon Charles Bronson, quoi. C'est Deepan, alors qu'il commence avec. Mais vraiment, ça finit film de vigilante avec un mec avec. Si je dis pas de conneries, qui a une espèce de sabre à la fin dans une cité, et ça pourrait être Bronson. Hein. T'es là, tu regardes ça, tu te dis putain, et il te fait ça avec une histoire de migrants au départ, une histoire de survie et une histoire de famille. Et c'est ce qui est vachement bien, c'est que tous les films d'Audiard sont des films profondément humains. Et d'ailleurs, Brevet, il est parti, il a fait un film, un western avec les Américains, tu vois. Son premier film, qui est un film que j'adore, Regarde les hommes tombés. On est, on est dans le film noir, on est dans le polar. Voilà, mais et c'est des mecs, je trouve ça très vivant. Enfin, tu vois, c'est excitant ce qu'ils font, quoi. Voilà. Après, moi, je mets pas Quand moi j'adorais le cinéma de genre enfant, enfin môme, tu vois, ado, il y a une espèce de guerre de chapelle en fait. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvé dans des cours de cinéma, je me faisais mépriser par des gens qui aimaient un cinéma, en fait, que moi-même je ne connaissais pas, qui était, on va dire, allez, un cinéma plus classique et plus. Que je jugeais élitiste à l'époque. Je trouve que c'était très bête qu'ils me méprisaient. Maintenant, j'ai fait à peu près la même chose à un moment donné. Moi aussi, je les ai regardés avec mépris en mode, vous, c'est pas du cinoche, quoi. Puis à un moment donné, en fait, j'ai un peu baissé ma garde en me disant, je vais quand même aller regarder. Je me suis intéressé. Il y a des choses qui m'ont pas plu, et puis il y a des choses qui m'ont beaucoup plu. Voire, j'ai compris que dans les choses que j'aimais, j'ai découvert des films où j'ai dit, putain, mais en fait, ça vient de là, quoi. Puis quand tu lis des interviews, tu te rends compte qu'il y a des metteurs en scène. Tout influence tout, quoi. Tu vois, tout, savoir que, je sais pas, un mec comme John Woo, il a été influencé par Melville, mais aussi par les films de Jacques Demy. Tu vois, ou prendre Léon qui se dit, qui regarde un film de Kurosawa et puis qui se dit, bah attends, et puis on va le faire sauce western alors que le mec il est italien. Tu vois, tout ça, c'est vivant et je pense c'est toujours dommage, que ce soit pour le spectateur ou que ce soit pour le cinéaste, en fait, de se donner des limites d'abord à son imaginaire et puis à son plaisir, quoi, tout simplement. Bah écoute, a priori, parce que j'ai demandé à un pote journaliste l'autre jour, a priori ça n'existe pas. Il y a deux choses, c'est et la marque de fabrique de The Ecstasy, en général ils font des comment ça s'appelle, des éditions assez touffues, et puis ça tombe bien parce que moi c'était un peu la condition. Je lui ai dit si tu veux qu'on le sorte, mais alors allons-y, tu vois, faisons un objet et puis mettons plein de choses qui vont permettre de montrer aussi l'avant et l'après, donc que ce soit dans les films que j'ai choisi de mettre en bonus, quoi, tu vois, parce qu'il y a Always aussi, comme tu disais, et des choses qui datent d'avant. Il y a d'autres choses que j'aurais voulu mettre que je pouvais pas pour des problèmes de droit, mais j'aurais bien voulu mettre d'autres choses, mais parce que je me suis dit voilà, ça peut être cool de faire un objet sans qu'on soit trop didactique, mais celui qui veut regarder en fait de où on part, où on peut arriver, enfin tu vois, montrer l'évolution. Parce que il y a quand même des choses assez différentes à l'intérieur. Tu vois, il y a même un clip, tu vois, de rap. Et pour l'anecdote, tu vois, ce clip de rap, parce que j'explicite pas, mais ça a été l'opportunité. En fait, c'est un mec qui était le régisseur sur un tournage d'un clip d'un pote, qui est dans le clip d'ailleurs, Jean-Luc Herbulot, qui est dans le clip que j'ai tourné. Et en fait, la caméra avec laquelle Jean-Luc tournait son clip, c'était une Red One.
qui est la caméra qu'à l'époque, donc on est quasiment un an avant que je fasse à tout prix. Donc on réfléchissait à se dire on va utiliser la Red One pour faire à tout prix. Et donc d'un coup, je me rends compte que la caméra qu'il utilise, donc je passe sur son tournage, il utilise ça. Et en fait, je me rends compte que dimanche, la caméra dort dans le carton, c'est-à-dire qu'ils ne la rendront chez le loueur que lundi. Donc je dis, mais non, mais il faut tourner, quoi, il faut qu'on tourne, quoi. Donc on est samedi après-midi, et je dis à Vincent, mon pote chef-op, je dis, écoute, on va dans le box à voiture, tu vois. Donc par exemple, le décor de ce clip, c'est le même décor que celui de toute l'intro d'À tout prix. Tu sais, quand les mecs sont autour de la table, là, bah, c'est le même décor que celui du clip de rap, là. C'est le box à voiture de chez Vincent. Donc on s'est mis dans un box à voiture pour faire ça. Et donc on fait les poubelles avec Vincent, tu vois. Donc là, c'est le truc m'a coûté 10 euros, quoi, le clip. Parce que c'est un clip improvisé. Le seul but, c'est de s'amuser et de tester la caméra. Voilà, donc l'intérêt de ce clip, c'est pour nous, ça a été un test. Ça m'a permis de tester la caméra, tester le workflow, parce que je venais d'acheter mon ordi. Donc j'ai dit, bah, comme ça, je vais tout regarder, comment ça se passe, les rushs. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, d'anticiper un petit peu ce qui suivait avec À tout prix. Donc c'était un test. Et puis on avait un régisseur qui était là, je savais qu'il faisait du rap, je fais t'as une chanson? Il me dit oui, il me file la chanson, j'écoute, je dis bon bah ok j'ai une idée, allez on fait ça. C'est un peu ça. Mais donc voilà, donc l'intérêt c'était de montrer plein de trucs, et puis à titre perso en plus c'est cool, parce que moi comme ça j'ai plein de cours maintenant, je les ai sur un Blu-ray. À titre perso, moi qui aime le format physique, au moins ils resteront, parce que le problème c'est ça se dégrade beaucoup, là-dessus ça va pas bouger.